Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons, avec ce diaporama, parler des ruptures transfictionnelles du sous-scapulaire et en particulier les indications et la technique chirurgicale de réparation. Tout d'abord, qu'est-ce que le sous-scapulaire? Eh bien, c'est la partie antérieure de la coiffe des rotateurs. C'est le plus volumineux muscle de la coiffe avec un gros tendon qui s'insère sur le trochin. Il développe des rapports anatomiques avec le long biceps et la gouttière bicipitale, participant au mur médial, mais également avec les trois ligaments gléno-huméraux. Alors, par définition, on appelle rupture transfixiante une rupture de la totalité de l'épaisseur du tendon qui fait communiquer l'articulation gléno-humérale avec l'espace sous-acromio-deltoïdien antérieur. C'est la même définition que pour le sus-épineux et elle s'oppose aux ruptures partielles qui ne concernent qu'une partie de l'épaisseur. Vous avez ici trois exemples de ruptures transfixiantes avec un tendon qui est libre et qui donc présente un moignon individualisable. Vous voyez que la rétraction est variable, elle peut être proche du trochin, elle peut être au niveau de l'interligne ou en arrière de la glène. Et la hauteur peut être également variable, mais le plus souvent il s'agit de ruptures assez étendues qui concernent sinon les deux tiers supérieurs, parfois la totalité du tendon. Par définition, ça correspond au stade 4 de la classification de la fosse ou de la classification de la SFA, c'est-à-dire les plus grandes ruptures. Cette lésion a été décrite initialement par Gerber en 91 et en 96, il rapporte à propos de ces cas les premiers résultats de la chirurgie. C'est une lésion qui est le plus souvent traumatique et qui concerne plutôt les hommes. Elle associe à l'examen clinique tous les signes du testing du sous-scapulaire avec un belly press test positif, un lift-off test positif et le plus souvent une hyperrotation externe asymétrique du fait de la rupture complète. Cette lésion peut être isolée ou associée à une rupture de la coiffe supérieure. En termes d'indication, je pense qu'il faut garder les mêmes critères que les indications de réparation du sus-épineux, avec un diagnostic de réparabilité qui peut intégrer une épaule souple sur le plan clinique, en tout cas c'est un autre point de vue, une épaule centrée radiologiquement, bien que cela puisse être discutable au niveau du sous-scapulaire, puisqu'on peut être parfois amené à faire des réparations partielles sur des ruptures étendues, uniquement au niveau du sous-scapulaire. Mais en tout cas, bien garder à l'esprit qu'il ne faut pas réparer des tendons avec des muscles trop involués, le stade 2 étant la limite. Alors il y a une règle spécifique concernant le sous-scapulaire, c'est la règle des 6 mois qui avait été édictée par Gerber en 96, mais qui a été repris par plusieurs auteurs. Et ces auteurs ont montré que si on opère une réparation, une rupture du sous-scapulaire traumatique par une réparation après 6 mois, eh bien les résultats cliniques sont moins bons que si on les a opérés dans les 6 mois. Et en fait, pour ma part, je pense qu'à partir du moment où il s'agit d'une rupture traumatique et que c'est un tendon qui est important et volumineux, je pense qu'il faut opérer le plus tôt possible sans attendre trop. C'est plus facile d'opérer à 1 mois qu'à 3 mois, qu'à 6 mois, etc. Donc, le principe, c'est le plus tôt possible. Les principes de réparation ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'il faut fixer le tendon sur son footprint avec une couverture la plus complète et surtout une fixation sans tension. C'est particulièrement important pour la cicatrisation. Autrement dit, d'être le plus proche possible de l'anatomie. Il est possible de réaliser cette chirurgie à ciel ouvert, mais aujourd'hui c'est l'arthroscopie qui prédomine. Une arthroscopie en position demi-assise qui permet toujours un rattrapage à ciel ouvert. Il y a deux grandes techniques décrites. In the box, c'est-à-dire qu'on garde l'optique par voie postérieure et on travaille par voie antérieure et antéro-externe.
ou bien out the box avec un optique qui est plutôt antérolatéral et une instrumentation antérieure avec un abord et une vision différentes, bien que les deux soient complémentaires puisqu'une partie des gestes peut se faire in the box et une autre partie peut se faire out the box. Notamment dans la libération du tendon, ne pas hésiter de passer de l'un à l'autre, ce qui permet d'avoir une meilleure efficacité. Alors la première étape de l'intervention consiste à reconnaître la lésion, ce qui n'est pas forcément l'étape la plus facile devant la diversité des présentations péropératoires et certains pièges classiques. Alors, il existe des critères pour savoir s'il existe véritablement une lésion du sous-scapulaire. Ces critères, les deux premiers, ce sont des critères de normalité, c'est-à-dire est-ce qu'il existe le bord supérieur horizontal du sous-scapulaire croisé de façon presque perpendiculaire par le ligament glénohuméral moyen. Les autres critères sont des critères pathologiques. Alors, il y a deux critères pathologiques directs, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une zone d'os nu au niveau du trochin qui correspond directement à une désinsertion de fibres tendineuses. Deuxièmement, est-ce qu'il existe un bord latéral libre qui n'existe pas de façon normale puisqu'il témoigne du moignon tendineux tel qu'on peut le voir sur l'IRM comme vu plus haut. Il existe également deux signes indirects, le signe sentinelle du biceps, c'est-à-dire qu'une lésion du biceps témoigne le plus souvent d'une lésion du sous-scapulaire associée, et le Komasan, qui est très caractéristique de cette grande rupture du sous-scapulaire, le plus souvent rétractée. Alors, quand on met l'optique par voie postérieure, par le soft point, eh bien, on est face à la paroi antérieure de la coiffe des rotateurs. Le premier élément reconnaissable est le biceps quand il existe, et on a à gauche la glène et à droite la tête de l'humérus. Alors, dans ce cas, eh bien, on ne voit pas le bord supérieur horizontal ni le LGHM. On voit ici le biceps qui est en place dans sa gouttière, associé à une rupture du sus épineux. Et en fait, on palpe la glène et donc en avant, on a quelque chose qui ne ressemble pas à grand-chose, si ce n'est qu'il y a ici un bord latéral libre. Devant, on retrouve le tendon conjoint, c'est-à-dire on a une articulation qui est ouverte dans la bourse sous-acromiodélectoïdienne antérieure. Alors, on va palper et on va chercher derrière la glène, et quand on trouve, on crochette le bord supérieur du tendon qu'on peut réduire. On voit le LGHM qui apparaît et qui croise le tendon supérieur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est en fait le bord libre et le Komasan. Et donc, on se rend compte que tous les critères eh bien, sont pathologiques, et tous les critères sont anormaux puisqu'on n'a pas les signes de normalité, et tous les signes pathologiques sont positifs. Donc, on a affaire manifestement à une grande lésion. Euh, voilà.
Alors parfois, c'est pas aussi évident que ça. Le cas précédent, eh bien, les choses étaient assez claires parce que même si c'était pas normal, on voyait les choses qui étaient assez nettes. Vous allez voir dans cette vidéo, on est dans la même position avec l'arthroscope par voie postérieure. Eh bien, on ne reconnaît pas grand-chose d'individualisable. C'est un tapis rouge. Ceci dit, on se rend compte proche de la glène, ici, on a l'impression qu'il y a des fibres tendineuses horizontales et peut-être un bord libre qui est caché sous cette fibrose ici, et donc on aurait peut-être les mêmes critères. Alors on va crocheter le bord supérieur du tendon derrière la glène, et là on voit qu'il y a un tendon horizontal qui apparaît au milieu d'une fibrose cicatricielle. Ça c'est un cas semi-récent avec pas mal de fibrose qui complique les choses. Donc il va falloir faire une dissection pour retrouver les différents éléments. Et là, on imagine qu'on est sur le bord latéral et on va inciser en direction du Komasagne de façon à individualiser le bord latéral libre du tendon, la rupture, le moignon. De la même façon, on va ouvrir l'intervalle des rotateurs au-dessus du tendon, ici, et on se rend compte, une fois la dissection terminée, qu'on a la même image que précédemment avec le bord supérieur libre du sous-scapulaire qui est à gauche et le Komasagne. Ici, on rentre un passe-fil pour mettre en place un fil tracteur qu'on met à l'intersection du tendon horizontal et du Komasagne parce que c'est la partie la plus solide qui permet d'exercer une traction forte. Une fois que la traction est en place, on réunit les fils et ça permet de tirer sur le tendon et ainsi de le réduire et ça va permettre de travailler pour réparer le tendon ou envisager la libération du tendon s'il est vraiment rétracté, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, même si le tendon n'était pas visible de premier abord. Alors, je vous ai mis ici une forme un peu particulière de rupture transfixiante qui est limitée au pôle supérieur du tendon, preuve qu'il peut exister des ruptures transfixiantes rétractées qui ne sont pas des grandes ruptures complètes du sous-scapulaire. Donc ici, sur la vidéo, on voit qu'on est toujours par voie postérieure, ici le biceps, ici c'est la poulie, le LGHS, et derrière, on se rend compte qu'il y a un bord horizontal libre, mais c'est pas tout à fait normal puisqu'il y a quelque chose au-dessus. Et en fait, c'est la même chose, c'est le tendon. Et seule la partie supérieure du tendon s'est désinsérée et rétractée, accompagnée du Komasagne. Donc, c'est une rupture transfixiante qui est limitée à la partie tout à fait supérieure du tendon du sous-scapulaire avec un bord supérieur horizontal particulièrement trompeur dans ce cas particulier. Là encore, tous les critères sont pathologique, même si le bord supérieur horizontal est retrouvé, ce n'est pas le vrai bord supérieur du tendon, mais le bord de la rupture. Bien, une fois qu'on a passé cette étape de reconnaissance de la lésion, qu'on a compris comment elle s'organisait, eh bien, il faut faire la ténodèse du biceps, que ça soit une rupture associée à une rupture du sus-épineux ou si c'est une lésion isolée, car le biceps va nous gêner pour l'exposition du sous-scapulaire et pour travailler à la réinsertion. Donc, c'est le geste premier avant toute réparation.
Donc la deuxième étape, c'est le débridement de la lésion. Il faut la libérer pour pouvoir la réduire et la réinsérer. Donc je vous ai montré comment on mettait un fil tracteur sur la vidéo précédente. Voici un autre cas qui est très démonstratif avec un Komasan très joli, bien perpendiculaire au bord horizontal du tendon qu'on aperçoit un petit peu sur la gauche. Le tendon est assez libre, il n'est pas inclus dans une fibrose et donc de mettre en place le fil tracteur est aisé, bien à l'union au carrefour entre le bord horizontal du tendon et le Komasan car c'est la partie la plus forte. Donc ça permet une réduction et donc ça permet d'atteindre le bord supérieur du tendon sous-scapulaire et de réaliser, comme on voit sur la vidéo de droite, eh bien, l'ouverture de l'intervalle des rotateurs en ouvrant celui-ci au-dessus du tendon horizontal pour faire communiquer euh, l'articulation avec l'espace antérieur qui permettra un espace de travail. On a vu au passage le ligament glanoméral moyen qui est visible quand on a réduit la lésion et qui peut être coupé lorsqu'on a une grande libération à faire, quand il y a une grande raideur du tendon, une fibrose, eh bien ne pas hésiter à le sectionner. Ça fait partie de la libération tendineuse. Et parfois, on peut le garder si c'est possible. Ça permet un bon contrôle de la réduction et de la réparation. Alors ici, j'ai mis sur la vidéo de droite une vue antérolatérale avec l'optique par voie antérolatérale qui permet de voir les choses de façon différente. Donc c'est out of the box ici, l'espace antérieur qui est bien libéré. On voit en avant le tendon conjoint qui est la limite de sécurité. On doit rester latéral par rapport à ce tendon. Le fil tracteur est dans le Komasan. On voit ici le tendon du sous-scapulaire qui est désinséré, avec d'ailleurs le LGHM qui s'insère à la partie profonde du tendon. Alors, si on doit faire une capsulotomie juxtaglonoïdienne, on le fait par cette voie qui permet de libérer le tendon à sa face profonde. Alors, vous avez vu qu'on parle pas mal de Komasan, puisque c'est une caractéristique de cette lésion. Et qu'est-ce que c'est que ce Komasan qui est toujours un peu mystérieux? Eh bien, en fait, c'est
un pont tendineux qui unit le bord supérieur du sous-scapulaire et le tendon du supraspinatus. Il a été décrit par Burkhardt et Lowe en 2004, je crois. Et c'est un peu la marque de fabrique de cette lésion. Alors sur la vidéo de gauche, on voit pas du tout le tendon, mais on voit que le comassagne. Et quand on crochette et qu'on le réduit, on voit le tendon qui se déroule derrière. C'est une rupture tout à fait récente. Cette vidéo est assez caractéristique des grandes ruptures du sous-scapulaire, euh, comme on le voit ici. Sur la vidéo de droite, c'est la même chose. On voit ici le comassagne et en fait qui se poursuit en haut au-dessus du biceps et qui rejoint le tendon du sus-épineux. Donc ici on voit on est au-dessus du biceps et là on a la vue superficielle avec le biceps qui est découvert par la rupture et en avant vous voyez que cette rupture du sus-épineux qui était visible sur la gauche se poursuit par la rupture du sous-scapulaire avec le trochin qui est à nu. Le fil tracteur qui est dans le comassagne, et donc en fait c'est une continuité avec la rupture du sus-épineux. Et quand on le réduit, ça réduit la rupture du sus-épineux. C'est pour ça que c'est très important de bien le garder. Voilà, donc ça permet de bien comprendre ce que c'est que le comassagne. Et ici on a le tendon supérieur qu'on voit par l'ouverture de l'intervalle. Donc c'est un pont osseux qui est important parce que dans les ruptures associées de rupture du sus-épineux, il permet de réduire la taille de la lésion du sus-épineux et favoriser cette réparation. Alors cette structure n'est pas visible à l'état normal et on ne la voit que dans les lésions rétractées du sous-scapulaire. Il faut bien la conserver. Dans cette vidéo, on voit bien ce qui se passe avec ce tendon du sous-scapulaire qui est toujours rétracté derrière la glène, qui est avec son tendon horizontal qu'on voit quand on réduit en tirant sur le fil tracteur. On voit bien le comassagne qui est ce tendon qui est presque perpendiculaire et quand on le suit, eh bien, on arrive ici sur le tendon du sus-épineux puisque on est quasiment au niveau du biceps. Donc en réduisant, voyez, au fond on voit le biceps. Donc en réduisant, eh bien, on tire sur le sus-épineux qui se réduit et le sous-scapulaire est réduit et on ne voit plus le comassagne puisque le sous-scapulaire et le sus-épineux sont réduits, réparés, et ce comassagne disparaît. Donc là, on le voit quand on laisse repartir le tendon. Ici, c'est la même chose par voie superficielle dans la bourse, et on voit cette continuité entre le tendon du sus-épineux ici et le sous-scapulaire avec ce pont entre les deux qui est le comassagne.
Une fois le tendon libéré, vient le temps de la fixation, après avoir ravivé le trochin. Sur la vidéo, il s'agit d'une réinsertion in the box avec l'optique par voie postérieure et une canule transparente par voie antérieure qui arrive donc face au trochin. Donc on met les encres de bas en haut sur le trochin. Dans les plus grandes ruptures, je mets 2 encres et 4 ou 5 sutures. Une seule encre peut suffire avec 2 ou 3 sutures dans les ruptures plus limitées. Alors, sur la vidéo, on voit ici la canule qui est face au trochin et on met en place, avec le tendon détendu, donc il n'y a pas de traction, on met en place une encre à la partie inférieure du trochin. On arrive très bien à voir quand l'exposition est satisfaisante. Donc voilà, une fois que l'encre est mise, on voit la libération des fils et après il s'agit d'une voie latérale où on voit bien le trochin et on voit l'encre qui est à la partie tout à fait inférieure du trochin. On voit bien ici toute la partie supérieure puis le trochitaire. Donc on arrive à positionner ces encres assez bas même quand on est par voie postérieure. Ensuite, les fils sont passés au-dessus du bord supérieur du tendon une fois que celui-ci est tracté, réduit, et à l'aide d'un passe-fil, on va passer à travers le tendon d'avant en arrière pour récupérer les fils et faire des points de type matresse en partant du bas et en montant progressivement vers le haut. Donc ici, les 2 premiers brins sont passés à travers le tendon, puis le nœud est fait à la partie antérieure du sous-scapulaire. Bien sûr, on travaille toujours latéralement par rapport au tendon conjoint. Ici, c'est le deuxième fil de l'encre la plus basse qui est passé et qui sera noué de la même façon à la partie antérieure du sous-scapulaire, un peu plus haut que le point précédent. Voilà. Donc une fois que c'est fixé, on voit que le tendon est en place. Il n'y a plus besoin de faire une traction complète puisqu'il est fixé à sa partie basse. Voilà. Donc une fois qu'on a mis l'encre inférieure, eh bien le tendon est fixé, il n'y a plus besoin de traction complète, mais il faut la garder parce que ça peut aider à tirer et à réduire le bord supérieur. On va mettre une deuxième encre supérieure, et il faut la mettre proche du biceps, puis c'est elle qui va fixer le bord supérieur du tendon. On garde la canule horizontale qu'on met par voie, la canule transparente pardon, qu'on met par voie antérieure et qui permet de repousser le tendon et d'exposer la partie supérieure du trochin. Et on met une deuxième encre. Et ça, de la même façon, on va libérer des fils qui passent directement euh, au-dessus du bord supérieur puisque la canule est passée directement là. Et on va passer de la même façon les fils à travers le tendon d'avant en arrière
Voilà, on en met un ici et un deuxième ici, voilà. Ils sont noués à la partie antérieure et vous voyez, quand on serre les fils, eh bien, ça réduit bien. On peut mettre de la rotation interne de l'humérus au moment de serrer les nœuds, ce qui permet de mieux réduire. Et le dernier point, eh bien, je fais un passage simple qui permet de bien appliquer le tendon et je ne fais pas un passage, une matresse suture. Donc en fait, voilà, on noue les nœuds à la partie antérieure et on a voilà, ici la réinsertion euh, en position anatomique du tendon. Ici, c'est la vue latérale et on voit ici le tendon qui est réinséré avec les fils euh, en position verticale, en bonne position. Voilà. Dans ces conditions, la réparation est terminée. On peut mettre qu'une seule encre si c'est une forme qui est plus limitée, mais en général, je mets pas plus de 2 encres et 5 points. Alors, on peut faire réparation in the box ou out the box, ça c'est la préférence de chacun. Mais comme je l'ai dit, le mieux c'est souvent de combiner ces voies d'abord pour l'intervention et les différents gestes. On peut faire des simples rangées, on peut faire une double rangée en reprenant les fils et en les refixant par une encre plus latérale au-delà de la gouttière du biceps. Après, ce sont des techniques qui sont différentes, mais les critères restent les mêmes. Une réparation sans tension, une couverture complète anatomique. Et en fait, les résultats montrent qu'il n'y a pas de véritable différence en termes de résultats. D'ailleurs, il y a peu de re-rupture dans les réparations isolées du sous-scapulaire, par exemple. Donc, c'est des réparations qui sont assez de bonne qualité. Voilà, voilà pour ce qui est de la réparation des ruptures transfixantes du sous-scapulaire. En conclusion, je voudrais insister sur l'importance du diagnostic d'imagerie pour bien comprendre à quel type de lésion on a, ce qui permet de mieux comprendre ce qui se passe en péropératoire, car vous avez vu, comme vous avez pu le voir, reconnaître la lésion n'est pas l'étape la plus facile, par contre c'est la première étape, donc c'est la plus importante. Et si on a bien vu ce qui se passait, qu'on a bien compris, on va aller chercher là où il faut, ça veut dire comprendre que le comassagne, ce n'est pas le biceps ou quelque chose comme ça, et aller chercher le tendon derrière la glaine, essayer de le crocheter pour le réduire. À partir de là, tout va s'enchaîner. Donc il faut bien sûr réduire cette lésion, même si elle est peu rétractée, mais toujours la réduire avant de la fixer. Les critères même de réparation sont les mêmes que pour les autres tendons, le sous-épineux, le sous-épineux, mais il y a une caractéristique un peu spécifique du sous-scapulaire sur ces ruptures traumatiques, c'est qu'à mon avis, il faut les opérer le plus vite possible car la chirurgie est beaucoup plus facile et comme ça a été montré dans la littérature, eh bien, les résultats sont meilleurs. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous aurez profité de ces quelques éléments de réflexion sur cette lésion assez caractéristique, assez spécifique, mais qui n'est pas aussi fréquente que cela. Je vous remercie de votre attention.